Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats, chroniques et reportages. Vous connaissez la promesse de l'émission, donner du sens à l'actualité grâce à nos experts, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et c'est la violence des jeunes que nous allons tenter d'analyser ce soir après le meurtre d'une surveillante de collège à Nogent, installation de portiques de sécurité, interdiction de vendre des couteaux aux mineurs, réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans, les propositions fusent. Mais comment sortir de l'impuissance politique face à une jeunesse à la dérive? Ce sera notre premier débat dans une minute. Et puis, dans la seconde partie de ce Sens Public, l'histoire d'une meute. Et une meute, c'est quoi? Au final, une meute, c'est un groupe soudé. Ça, Jean-Luc Mélenchon y tient. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur est vu comme une menace. Ceux qui trahissent la meute ou ceux qui critiquent la meute sont vus comme des adversaires, comme des ennemis de l'intérieur. Évidemment, une meute, c'est un mal alpha, et le mal alpha, c'est Jean-Luc Mélenchon. La meute, c'est le titre d'un livre enquête qui décrit de l'intérieur le fonctionnement de la France insoumise et dépeint Jean-Luc Mélenchon comme un gourou insultant et brutal. Cette dérive est-elle réelle? Comment ont réagi les insoumis? Le Parti socialiste doit-il rompre définitivement avec les mélenchonistes? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos invités sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, les réactions politiques après le drame de Nogent. Beaucoup de promesses, beaucoup d'idées. Sont-elles vraiment nouvelles? Seront-elles efficaces? Première réponse en images avec Audrey Vuettaz. À Nogent, les drapeaux du collège Françoise Dolto sont en berne. Les hommages se multiplient après le meurtre de Mélanie, une surveillante, poignardée par un collégien de 14 ans. D'après le procureur, le jeune ne la ciblait pas particulièrement, mais avait pour projet de tuer depuis samedi. C'est une personne que je connaissais très bien et aujourd'hui on est stupéfait de ce qui s'est passé. Le drame s'est noué lors d'une fouille de sacs inopinés organisée par la gendarmerie dans le cadre d'une circulaire retaille aux bornes. Une mesure qui faisait déjà suite au décès d'un jeune lors d'une rixe devant un autre établissement de France. Pour aller plus loin, l'exécutif propose de nouvelles mesures sécuritaires comme l'interdiction de la vente d'armes blanches pour les mineurs en magasin et sur Internet. Au moment de la livraison du colis, on contrôlera quel est l'âge de celui qui signe la réception du colis. Le Premier ministre souhaite aussi expérimenter les portiques de sécurité comme à l'aéroport, avec des détecteurs de métaux, une idée qui ne fait pas l'unanimité dans son camp. Je pense que chacun sait que les portiques, c'est pas la réponse absolue, parce qu'on a aussi des couteaux en céramique qui ne seront pas détectés par les portiques. De son côté, le chef de l'État s'attaque aux réseaux sociaux, qu'il associe à la mort de la surveillante. Il souhaite imposer une vérification d'âge pour s'inscrire sur les plateformes. On doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Parce qu'en vérité... Et vous allez le faire quand ? Je vais vous dire, c'est simple. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. À gauche, on prône surtout l'accompagnement psychologique des jeunes. Moi, je dis que, très bien, les mesures de répression, pourquoi pas, mais il faut s'attaquer aux causes. Et les causes, c'est un dramatique manque de moyens dans la pédopsychiatrie, on le sait aujourd'hui dans notre pays. Il faut que des enseignants qui repèrent des gamins qui ont des comportements, je dirais, borderline, puissent avoir un soutien, un secours et prévenir. Justement, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, vient d'annoncer la mise en place d'un protocole dans tous les établissements d'ici la fin de l'année pour repérer les jeunes en difficulté psychologique. Et dans notre débat, on va parler du désarroi, le désarroi des politiques, mais peut-être aussi des intellectuels, des professions qui sont confrontés à cette violence des jeunes. Je vous présente tout de suite nos invités. Laurence Garnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR de la Loire-Atlantique. Jean-Baptiste Julliard, bonsoir et bienvenue. Professeur agrégé de philosophie, doctorant enseignant à Sorbonne Université, spécialiste des questions de sécurité. Et vous êtes également enseignant en lycée. Kathleen Tayeb, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocate, pénaliste et membre de l'antenne des mineurs au barreau de Paris. Et Antoine Oberdorf, bonsoir Antoine, Thomas. Éditorialiste politique. Je vous propose pour ouvrir ce débat d'écouter un extrait de la conférence de presse du procureur de la République de Chaumont, Denis Levallois. Elle s'est terminée il y a quelques minutes, on est en direct en cette fin d'après-midi. Il parle de l'absence de regret du meurtrier présumé. Il n'exprime pas de regret ni aucune compassion pour les victimes. Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort,
ainsi que pour les personnages les plus sombres des films ou des séries télévisées. Il est adepte de jeux vidéo violents, sans pour autant être addict à ces jeux selon ses propres termes et selon les déclarations de ses parents. Il utilise peu les réseaux sociaux. D'une manière générale, ce jeune homme apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine, à laquelle il ne semble pas attacher une importance particulière. Et le procureur conclut en disant que ce collégien ne présente aucun signe évoquant un possible trouble mental. Notre rôle, c'est de comprendre, de tirer des leçons. Le vôtre, c'est de trouver des solutions, Madame la sénatrice. Est-ce que vous ressentez le même désarroi que moi ce soir ? Je ressens le même désarroi que beaucoup de Français qui constatent cette montée de la violence, en particulier chez les plus jeunes. Je suis nantaise. Il y a 2 mois, une jeune fille de 16 ans a été poignardée par un camarade de classe. Donc là, ce n'était pas quelqu'un qui représentait l'autorité, comme cette surveillante hier, mais un camarade de classe en plein cours de mathématiques. Donc, au-delà de constater et évidemment de ressentir ce désarroi et cette peine, on s'associe à la peine de la famille et de l'ensemble de la communauté éducative, il faut qu'on regarde les chiffres. Il faut qu'on regarde comment évolue la violence en France. En 2003, il y avait, je crois, 200 agressions graves pour 100 000 habitants en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 600. Donc c'est un triplement en l'espace d'à peine 20 ans. Est-ce que c'est vrai aussi des mineurs ? Et on sait que les jeunes sont extrêmement touchés par cette montée de la violence. Ça veut dire qu'au-delà de l'expression de la compassion, il faut qu'on soit factuel et qu'on soit capable d'adapter l'ensemble de notre système éducatif, pénal, à cette question de la montée de la violence chez les plus jeunes. Effectivement, le rôle des politiques, des élus, des ministres, c'est de trouver des solutions, de faire des propositions. Sont-elles efficaces ? On pourra en débattre. Est-ce que vous ressentez, Kathleen Tayeb, cette montée de la violence des jeunes ou est-ce que c'est difficile pour vous de répondre à cette question ? Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je nuancerais ce qui vient d'être dit en disant que je n'ai pas l'impression que, et j'ai regardé les derniers chiffres, que les chiffres des violences augmentent. En revanche, ce qui augmente, c'est les faits de violence. Enfin, c'est-à-dire la gravité des faits. C'est-à-dire que les faits commis sont plus violents. Il n'y a pas forcément plus de faits, mais ils sont plus violents. Exactement. Et ça, on peut donc, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que les chiffres sont même vers la baisse. En revanche, les faits sont plus violents. Les faits commis par les mineurs sont plus violents. Ça, effectivement, malheureusement, alors je peux le constater parfois, pas toujours, heureusement, c'est pas quelque chose qui se vérifie à tous les coups, mais oui, on peut remarquer ça, et par exemple, des cambriolages qui peuvent devenir des homejacking, voilà, ce qui est quand même autrement plus violent quand on a affaire à des gens qui sont à l'intérieur des lieux, etc. Vous voyez, et c'est ce genre de faits-là qu'on peut constater qui ne sont absolument pas automatiques. Jean-Baptiste Juillard, vous écoutiez avec attention le procureur de la République de Chaumont. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce qu'il dit ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette séquence dramatique s'insère aussi dans une séquence politique liée aux propos qu'a tenu le président de la République ce week-end dans la presse régionale, en évoquant la question des faits divers et même de la tyrannie des faits divers. Je crois qu'il est revenu même, il a confirmé son analyse. Et c'est une vraie question qui s'adresse à nous tous ici. Sommes-nous en train de commenter quelque chose qui relève de l'écume, qui va disparaître dans 3 semaines pour laisser place à autre chose ? Où sommes-nous face à ce qu'on peut appeler un fait de société ou un fait politique ? Et ma conviction, justement, c'est que nous ne sommes pas face à une accumulation de faits divers sans lien, mais nous sommes effectivement face à une question qui est celle de la présence de la violence sous des formes absurdes et atroces dans une démocratie contemporaine qui est de moins en moins tolérante à des faits de violence. Vous aurez toujours un historien pour vous rappeler qu'au Moyen-Âge ou même dans la période moderne, vous aviez beaucoup plus de faits et des faits bien plus atroces, sauf qu'il n'y avait pas les médias pour en prendre connaissance. Bien sûr, il serait à mon sens impossible de s'arrêter là. Pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, nous avons non seulement plus de connaissances sur ce qui peut amener, et on va en parler, je pense, à un passage à l'acte violent, et nous avons aussi plus d'outils pour agir sur la société et trouver les solutions adéquates pour faire face à cette violence. Vous l'avez dit, Laurence Garnier, cette violence, elle a frappé votre circonscription en Loire-Atlantique. C'était le 24 avril. Cette lycéenne, elle s'appelait Lorraine. Elle est morte sous les coups de couteau d'un autre lycéen. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est élu et qu'on se dit « Ok, il ne faut pas que ça se reproduise, donc qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Bien sûr, mais vous avez raison, c'est la seule question qui vaille. Et en réalité, ce sentiment d'impuissance publique
est désastreux pour nos concitoyens. Et à mon sens, moi qui suis élue d'une droite républicaine, précipite un certain nombre d'entre eux vers les extrêmes parce qu'ils ont le sentiment que nous ne prenons pas la mesure de ces sujets-là. Alors, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord l'adaptation de notre système pénal. Nous avons voté récemment, ça a été voté définitivement à la fin du mois de mai, un système pour adapter notre justice à cette violence des mineurs. Ça revêt un ensemble d'éléments, notamment, par exemple, pour lever l'excuse de minorité pour les jeunes de plus de 16 ans, qui sont très touchés par cette augmentation de la violence, et faire en sorte, sans forcément bouleverser l'ensemble de l'arsenal judiciaire, que l'atténuation de la peine liée à la minorité du jeune ne soit plus invoquée que de manière exceptionnelle, que par principe, on déroge à cette excuse de minorité. Ça veut dire des sanctions plus fortes. Ça veut aussi dire, sans bouleverser là encore l'ensemble de notre système pénal, des sanctions qui soient appliquées. Et je crois qu'on a une véritable difficulté aujourd'hui dans le cadre légal et pénal existant à appliquer les sanctions qui sont prononcées par les magistrats. Et puis ensuite, on a tout un volet éducatif, ça concerne la famille, ça concerne l'enseignement, ça concerne l'apprentissage de la frustration, ça concerne l'accès de nos jeunes aux jeux vidéo, vous l'avez évoqué, aux réseaux sociaux, parce que derrière plus globalement la santé mentale, c'est aussi une vraie question. Exactement. Bon, alors, on voit des jeunes qui aujourd'hui passent beaucoup de temps à regarder des vidéos de suicide, de torture, de maltraitance. Donc on va toujours plus loin, il y a une espèce de course effrénée à la violence, on a les moyens on y de la reviendra freiner, un peu plus tard sur la question des réseaux sociaux. Il faut vraiment qu'on s'attaque à ce sujet. Et effectivement, avec notamment ces algorithmes, alors c'est vrai pour nous tous, à partir du moment où on aime quelque chose, l'algorithme du réseau social nous le propose, et donc il y a effectivement ce phénomène qui peut même aller jusqu'à l'addiction, même si ici le procureur de la République nous disait que ce jeune, en tout cas d'après ses propos, n'était pas addict. On va ouvrir, j'avais prévu d'en parler beaucoup plus tard, mais c'est pas grave, faisons-le maintenant. La réponse pénale, et notamment cette question de l'excuse de minorité. Kathleen Tayeb, je crois que depuis 2021, il y a déjà eu une réforme, avec des audiences qui sont scindées en deux. Déjà, expliquez-nous ce que ça change, et puis ensuite, vous pourrez répondre à la possibilité de durcir ce système. Oui, effectivement. Donc, ce qu'il faut, je pense, déjà savoir et noter, c'est que toute la justice des mineurs repose notamment sur une ordonnance de 1945 qui prend pour postulat qu'on ne juge pas de la même manière un mineur qu'un majeur. Je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus. C'est dû à sa construction psychique, c'est un adulte en devenir, et ça, c'est établi, et c'est le socle de notre système de droit concernant les mineurs. Et puis, c'est constaté que, comme pour les majeurs, eh bien, il y a le temps qui était très long entre le moment où de l'infraction, la commission de l'infraction, et le moment de la réponse pénale, qui pouvait être long, dû notamment à un manque de moyens, par exemple. Et en réalité, il y avait une sorte de dichotomie chronologique dans l'esprit des jeunes. C'est-à-dire que parfois, ils étaient jugés pour des faits, ils avaient 17 ans, pour des faits qu'ils avaient commis quand ils en avaient 14. Et on avait passé 2-3 ans entre les faits et les jugements. Il y avait vraiment tout ce laps de temps qui est crucial pour des mineurs, entre 12 et 14, entre 14 et 16, qui est un temps de l'éducatif très important dont il faut s'emparer. Et donc, cette réforme de 2021, qui a mis en place le Code de justice pénale des mineurs, le CJPM, eh bien, elle est venue apporter une réponse pénale beaucoup plus rapide et scinder effectivement en deux l'audience. C'est-à-dire, d'un côté, on a une audience de culpabilité qui va se prononcer sur la culpabilité ou non du mineur. Et ça, c'est rapide? C'est très rapide, c'est dans les 6 mois de l'infraction, de la commission de l'infraction. Et donc, nous, il y a une réponse pénale quasi immédiate. Puis, à l'issue de cette audience, on va distinguer ensuite de la période de sanction. Et la sanction sera plus tard encore. Et dans l'intervalle, il y a une sorte de mise à l'épreuve éducative qui va être proposée aux mineurs. Ok, bon, merci de nous avoir expliqué ce qui existe aujourd'hui. L'excuse de minorité, vous nous dites... Finalement, c'est un peu le principe depuis 1945. Alors, ce qu'on va vous répondre, c'est est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux de 1945 ? Alors, pardonnez-moi, oui. Et d'ailleurs, j'étais pas là en 1945 pour vous le dire. Moi non plus. donc ça, voilà. Mais je pense que c'est un principe à valeur constitutionnelle, le principe d'atténuation. C'est deux principes sur lesquels repose la justice pénale des mineurs. C'est cette atténuation et l'éducatif sur le répressif, qui prévaut sur le répressif. Ce qui est l'inverse pour les majeurs, d'accord ? Et donc, en réalité, revenir là-dessus, je trouve que c'est un retour en arrière qui est terrible. Ça inverse la charge de la preuve au final, enfin pas de la preuve d'ailleurs, mais finalement on va rendre exceptionnel ce qui aujourd'hui est de droit, c'est-à-dire le principe de l'atténuation. Aujourd'hui, ce petit garçon, par exemple, dans les faits, voilà, il a 14 ans, il bénéficie de cette atténuation, ce principe d'atténuation normalement, et c'est heureux. Bon.
Votre avis, Jean? Madame, oui, allez-y. J'entends parfaitement cette nécessité de l'éducation en complémentarité de la répression. Mais vous dites vous-même, avant, et sans que ça n'empêche l'importance, je crois, de la répression. Mais vous dites vous-même que les faits constatés pour les jeunes sont bien plus violents que précédemment. Donc, comment on répond à ce changement en restant sur des principes de 1945 alors que vous faites le constat que la violence est plus importante, que les faits commis sont plus graves? Allez, un mot de réponse, ouais, un mot de réponse. Mais comme je l'ai dit, je n'étais pas là en 1945 et il y a toujours eu de la violence. Non, mais enfin bon, on peut quand même évaluer l'état de la jeunesse d'aujourd'hui. Ça vous mais moi, je pense qu'il y a un nouveau paramètre, et on va en parler tout à l'heure, c'est ces réseaux sociaux que moi je constate sur le terrain. Et donc, en réalité, on a un arsenal judiciaire qui est très récent et qui est, selon moi, très adéquat. Seulement, il faut les moyens pour l'appliquer. Bon. Voilà. Votre avis, Jean-Baptiste Juillard, est-ce qu'effectivement, les jeunes d'aujourd'hui sont différents, pour certains plus violents, passent à l'acte plus facilement, peut-être à cause, entre autres, des réseaux sociaux, pas seulement, et donc il faut adapter notre réponse pénale, oui ou non? Ce que j'entends et ce que je vois moi-même dans la pratique de professeur, c'est que la question décisive, c'est celle du sens. Si on prend par exemple la répression, elle est bien évidemment nécessaire et elle a sa place, mais quel est le sens de la répression pour des jeunes? Est-ce que les jeunes se sentent concernés par cette autorité qui s'applique à eux? Ou est-ce que l'autorité est vécue comme une espèce d'altérité? Nous ne sommes pas concernés, c'est autre chose. Ce sont d'autres codes, ce sont d'autres lois. Et cette question du sens, il me semble qu'elle est fondamentale, et à mon avis, elle concerne aussi le cas qui est survenu hier, puisqu'elle implique le respect de la vie humaine. Quel sens donne-t-on à sa propre vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi est-ce que je dois aussi respecter les autres? Et cette question, elle est extrêmement difficile, extrêmement profonde. Elle est censée être traitée d'abord au sein des familles, bien évidemment, avec un héritage qui peut être religieux ou non, mais qui est vecteur de sens. Elle est aussi censée être traitée dans le cadre scolaire, et elle l'est en grande partie, même s'il y a toujours une difficulté à aller parfois traiter certaines questions, y compris dans les cours que j'assure en philosophie. Et à mon sens, le vrai problème, c'est lorsque vous avez des jeunes, puisque derrière violence des jeunes, il y a quand même des profils très différents. Entre la violence de mineurs non accompagnés, la violence de jeunes dans le cadre scolaire, la violence d'autres profils. Les jeunes qui ont tué Elias n'ont pas le même profil que ce qui est arrivé hier. Et le problème, à mon sens, c'est vraiment d'aller chercher ces jeunes qui sont dans des structures familiales totalement détruites, qui sont parfois déscolarisés, et pour lesquels le sens s'est évanoui et a disparu. Et moins il y a de sens dans la vie de ces jeunes, et plus il y aura de violence dans la société. Alors, c'est quand même un petit peu la difficulté du suspect de Nogent, c'est qu'on a l'impression que son profil tombe, pardonnez-moi, mais dans un trou, en tout cas qu'il ne répond à aucune classification politique. Lorsque, notamment dans votre famille politique, madame, lorsque Bruno Retailleau, par exemple, a qualifié les violences qui ont émaillé la suite de la victoire du Paris Saint-Germain, il parle des barbares. Lorsque Emmanuel Macron, dans la foulée des émeutes, parle des comportements des émeutiers, il parle de décivilisation. Là, on a affaire quand même à un jeune qui ça défie l'entendement, si vous voulez. Est-ce que l'impuissance politique, elle n'est pas liée au fait que des loups solitaires, alors c'est une expression qui est plutôt réservée à un autre, pour d'autres mais actes. En tout cas des individus qui, comme ça, d'une violence qui surgit et qui était insoupçonnée. Et ça rejoint la question principale de notre débat sur ce désarroi, parce que finalement, ça alimente notre désarroi. Je vais vous laisser répondre, mais je vous propose d'écouter la réaction du maire de Nogent, Thierry Ponce, qui est dans cette même logique d'incompréhension, parce qu'il nous dit, dans ce collège, François Dolto, c'était pas un établissement à problème. Le collège n'a jamais eu de problème. Il a été passé en inspection l'année dernière. J'y ai participé. L'éducation nationale nous a bien montré tous les voyants au vert. C'est un bel environnement avec une équipe pédagogique soudée, avec des assistantes d'éducation qui font leur métier à longueur de journée. Donc de très bons résultats. C'est d'autant plus incompréhensible justement que nous sommes dans un environnement rural qui ne fait qu'accueillir les enfants dans de très bonnes conditions. Et il ajoute, les deux parents travaillent, ils n'ont jamais posé de problème. Effectivement, pardon, je vais employer une expression un peu triviale, mais ce fait et ce jeune, il ne rentre pas dans les cases. Dans nos cases, dans nos grilles d'analyse habituelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, c'est effectivement ce qui peut venir à l'esprit aux premières déclarations du procureur. Alors, moi, je voudrais dire, vous parliez de Bruno Retailleau à l'instant. Y compris parce que Laurent Wauquiez parle d'impuissance publique, renvoyant quelque part la balle à Bruno Retailleau qui est aux affaires. Bien sûr, alors là, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est un sujet politique. On va rester concentré sur la question qui nous occupe ce soir. Lorsque Bruno Retailleau est venu à Nantes, il y a 2 mois, suite au meurtre terrible de cette jeune fille, Lorraine, il a parlé de faits de société.
Et ça a été très critiqué, très analysé, parce que ce n'était pas un fait de société, c'était un fait divers. Et malheureusement, ce qui s'est passé hier prouve que Bruno Retailleau a raison de parler de faits de société. Et là où je vous rejoins, et d'ailleurs c'est à la fois très juste, ce que vous soulignez est terrible, c'est-à-dire que cette violence aujourd'hui, elle ne touche pas que des jeunes en grande situation de fragilité sociale ou familiale, même si la question de la cellule familiale est structurante, mais pas que. Elle ne touche pas que des jeunes qui sont addicts aux réseaux sociaux, même si ils n'en étaient pas non plus éloignés. En fait, ce qui se passe, c'est que ces jeunes sont des enfants de leur temps, de ce début du XXIe siècle, de ces réseaux sociaux, de cette actualité terrible qui envahit notre quotidien à tous, comme celle d'hier, et que tout ça, finalement, et donc, d'une certaine façon, ça veut dire que la réponse pénale n'est pas la seule. Une atmosphère qui est... mais personne n'a jamais dit que la réponse d'ailleurs, pénale dans votre première démonstration, vous disiez ça fait partie de la Bien sûr, je pense que c'est une complémentarité, comme dans tout schéma éducatif auprès des jeunes, bien sûr, évidemment. Et effectivement, et je me mets à la place, moi, mes enfants sont très grands maintenant. Je me mets à la place de parents ou de grands-parents qui sont en train de nous écouter et qui se disent mais finalement ça pourrait être mon fils ou mon petit-fils. Est-ce que quand même il y a un lien, Jean-Baptiste Juillard, entre des familles fragiles ou dysfonctionnelles et la violence de leurs enfants? Ou est-ce que ce lien s'estompe un petit peu? Ce lien est établi dans plusieurs cas de violences commises par des mineurs, avec notamment la figure du père qui est absente. Là-dessus, il y a les travaux de Maurice Berger, pédopsychiatre, qui font autorité sur les jeunes très violents. Mais comme vous le rappeliez, ce cas-là paraît être soustrait à toutes ces catégories. Si ce n'est que tout de même, ce qui me frappe dans les quelques éléments qu'on a, c'est que tout serait parti de l'autorité. Tout à fait. Oui, il y a même le rapport à l'autorité. À une pratique avec sa petite amie, les échangés dans l'enceinte scolaire. Et le mobile ne serait pas personnalisé, mais serait associé à l'autorité en tant que telle. Si j'ai bien compris, l'idée était de viser quelqu'un qui incarne l'autorité. Il voulait tuer une surveillante, n'importe laquelle. Il ne supportait plus le comportement de ces surveillants du collège. Ça, c'est frappant, puisque j'évoquais cette idée d'autorité qui est perçue comme quelque chose qui nous est totalement étranger. Alors, pour le moment, nous n'avons pas état de fait qui serait d'ordre du trouble psychique, mais tout de même, il y a peut-être aussi quelque chose qui renvoie à ce qu'on appelait un fait de société sur... Si ce n'est pas finalement la misère, si ce n'est pas un trouble psychique, qu'est-ce que c'est? C'est quand même quelque chose de collectif qui est lié aussi à la famille qui n'a peut-être pas vu certaines réactions impulsives qu'aurait pu avoir l'enfant, sans forcément rentrer dans le détail de ce cas ici, ou peut-être aussi à la bonne compréhension des règles à respecter qui peuvent aussi concerner des pratiques qui peuvent être interdites et réprimandées dans le cadre scolaire. Alors cet après-midi, le Sénat a respecté une minute de silence. On va retrouver tout de suite Quentin Calmet en direct dans la tribune de presse de l'hémicycle. Bonsoir Quentin, Bonsoir, séance marquée évidemment par beaucoup d'émotions. Effectivement, à 15h, les questions au gouvernement se sont ouvertes par effectivement un hommage de Gérard Larcher et une minute de silence. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a parlé de l'effroi, c'est le mot qu'il a employé, ressenti après les événements d'hier. On a vu aussi, Thomas, de l'incompréhension sur les visages des sénateurs. C'était flagrant quand on parlait de ce sujet pendant la séance. On voyait des petits groupes de sénateurs qui discutaient entre eux et qui essayaient de comprendre même entre eux. Certaines informations sont troublantes. Il s'agit d'un petit collège avec 300 élèves dans une petite ville, 3000 habitants. Le collégien n'avait visiblement pas démontré de signaux faibles qui auraient pu alerter la communauté éducative. Écoutez à ce propos Anne-Marie Nédélec, la sénatrice de Haute-Marne, donc le département où se trouve le collège. Elle a été maire de la commune de Nogent entre 2008 et 2023. Elle était visiblement très émue tout à l'heure. Des couteaux, il y en a partout, dans toutes les cuisines, dans tous les ateliers. On ne les utilisait pas comme ça. Le problème de fond, c'est pas le couteau. Bien sûr, il faut renforcer les contrôles, la sévérité des peines. Mais peut-on livrer quotidiennement nos jeunes à des réseaux, à des sites qui diffusent en toute liberté, pire, au nom de la liberté parfois, des contenus d'une violence inouïe poussant au meurtre ou au suicide? Nous n'avons plus le temps d'attendre un éventuel accord européen. C'est un grave problème de société qu'il nous faut traiter comme un tout. Chacun doit prendre sa responsabilité, l'État, l'éducation et les familles. François Bayrou qui s'est exprimé tout à l'heure dans l'hémicycle, le chef du gouvernement, qui a parlé d'une réponse en 3 directions à suivre face à ce qui s'est passé hier. Déjà, il y a l'interdiction de la vente d'armes blanches aux mineurs, y compris sur Internet. Il entend également multiplier les contrôles devant les établissements. Deuxième axe, la protection de la santé mentale des jeunes avec un effort de formation des personnels de l'éducation nationale. Et enfin, il y a la question de la régulation des réseaux sociaux avec cette proposition faite par le président de la République de l'interdiction de ces réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Écoutez François Bayrou.
La question est de savoir si on peut aller plus loin. Le président de la République s'est exprimé plusieurs fois sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous savez que c'est une question qui est de la compétence de l'Union européenne. Mais vous avez hier soir entendu le président de la République dire que si l'Union européenne ne nous suit pas, nous prendrons nos responsabilités en ouvrant ce chemin pour la France. Voilà, Thomas, mais je retiendrai donc ces deux mots, effroi, dans la bouche de Gérard Larcher, et cette incompréhension sur les visages des sénateurs. Thomas. Merci beaucoup, Quentin, pour toutes ces explications. Il y a deux grands chapitres qu'on ne délaissera pas évidemment dans ce débat, la question de la santé mentale et puis effectivement les réseaux sociaux, interdire les réseaux sociaux, comment. Mais je voudrais rester un dernier instant sur la question de la réponse sécuritaire. Laurence Garnier, parce qu'on a effectivement entendu l'interdiction de la vente des couteaux aux mineurs, des fouilles renforcées à l'entrée des écoles, éventuellement des portiques de sécurité. Est-ce que c'est pas un peu la réponse politique de circonstance? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous voulez dire. De fait, nous, en tant que politiques, nous avons la charge de répondre aux préoccupations légitimes de nos concitoyens face à cette violence. Vous disiez tout à l'heure, n'importe quel parent aujourd'hui peut se dire demain, ça peut être mon enfant. Comme victime, ou malheureusement aussi comme auteur, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et les profils de ces jeunes. Donc, de fait, qu'on puisse répondre sur l'étude, l'expérimentation de portiques, pourquoi pas, notamment dans un certain nombre d'établissements qu'on sait fragiles et particulièrement exposés. Et donc celui de Nogent n'aurait sans doute pas été placé dans la liste. Sans doute pas, vous avez raison, tout comme celui de Nantes, que je reconnaissais tout à fait, bien que ce soit un environnement urbain, tout à fait dans la description tout à l'heure du chef d'établissement. Qu'on puisse décider d'interdire la vente d'armes blanches aux mineurs et le contrôler, pourquoi pas? Là encore, moi je crois que la véritable question n'est pas là. La véritable question est au niveau de tous ces contenus hyper violents auxquels accèdent aujourd'hui nos jeunes. Alors on peut beaucoup en parler si vous voulez. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une loi qui a été votée par le Parlement, qui pose une majorité numérique à 15 ans. Elle existe, cette loi. Simplement, il n'y a pas eu de décret d'application. Et pourquoi il n'y en a pas eu? Parce qu'on nous explique que c'est de la compétence de l'Union européenne. Voilà. Alors, si vous voulez, moi, je veux bien tout entendre. Aujourd'hui, dans les faits, soit on estime qu'on va déroger à cette compétence de l'Union européenne, auquel cas, on aurait déjà pu le faire il y a plusieurs mois, puisque la loi est prête et votée, soit on estime qu'il faut agir au niveau de l'Union européenne. En tout état de cause, moi je crois qu'aujourd'hui, puisque cette question des réseaux sociaux est du ressort de l'Union européenne, il faut réfléchir à la question de l'outil qui les porte, c'est-à-dire le téléphone portable que tous nos jeunes, à partir de 10 ans, ont dans la poche, parce que ça c'est un outil, et que là, nous avons les compétences au niveau national pour réfléchir à l'interdiction des smartphones chez les plus jeunes. Alors, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron, qui va porter cette proposition au niveau européen, va sans doute trouver un allié avec le chancelier autrichien, l'Autriche qui a été confrontée, elle aussi, à un fait divers mortel, une fusillade qui a fait 9 morts dans une école en Autriche, dans une ville du sud-est du pays. On écoute le chancelier Christian Stocker. Aujourd'hui est un jour sombre dans l'histoire de notre pays. La fusillade qui a eu lieu dans une école ici à Graz est une tragédie nationale qui nous a profondément bouleversés. 9 personnes ont été soudainement arrachées à la vie par cet acte incompréhensible. Et il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur, la confusion et le chagrin ressenti dans toute l'Autriche. Quand on voit ce qui s'est passé en Autriche, on pense évidemment tout de suite aux États-Unis. Jean-Baptiste Julliard, parce que des meurtres de masse dans les collèges, souvent perpétrés par des élèves ou par des anciens élèves, ça arrive tellement souvent aux États-Unis qu'on dit confrontés à ces difficultés parce que des armes en vente libre et notamment pour des enfants parfois très jeunes. Est-ce que, alors voilà, c'est pas exactement le cas en Europe et en Autriche. Est-ce que c'est une forme d'américanisation de la société? C'est un peu un cliché, mais je pose ma question comme ça. Il est évident qu'il peut y avoir des paramètres culturels. Vous avez évoqué la question de l'accès aux armes. Sur la question de la confrontation à des contenus via les réseaux sociaux, moi je pense que tout se joue sans doute psychiquement avant même que les enfants accèdent à ces réseaux. Je le constate en tant que professeur. Il y a la question du contenu qui est regardé, même si le média en lui-même est abrutissant.
regarder des vidéos de quelques secondes à la chaîne, mais je ne crois pas qu'un enfant bien éduqué, équilibré, stable émotionnellement puisse devenir quelqu'un susceptible de passer à l'acte simplement parce qu'il est abreuvé de vidéos violentes. Ou des films violents, ça a été évoqué, on l'a entendu tout à l'heure. Il n'y a pas de lien, il y a une corrélation mais pas de causalité entre la pratique de jeux vidéo extrêmement violents, la consommation de films d'horreur et le passage à l'acte. Donc il me semble qu'il ne faut pas non plus confondre les deux sphères ou se réfugier directement sur l'idée que ce seraient les contenus qui peu à peu ont été libéralisés dans l'histoire. Il faut se souvenir que la musique violente ou les films d'horreur ont d'abord été interdits. Aux États-Unis, il y avait beaucoup de restrictions en raison des paroles. On pensait que certains groupes incitaient les jeunes à commettre des suicides. Tout ça est derrière nous et on n'a pas vu la catastrophe au fur et à mesure que ces pratiques culturelles se sont libéralisées. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus tout de suite jeter l'opprobre sur ces pratiques culturelles et bien comprendre quel type de jeune va aller peut-être retrouver des failles qui sont déjà préexistantes lorsqu'il va être confronté à ce type de... Je pense que c'est un faisceau d'événements et que les réseaux sociaux, on pourrait parler des films pornographiques aussi, on y a consacré un débat il y a peu de temps, la violence des films pornographiques d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'étaient les films pornographiques il y a une vingtaine d'années. Donc tout ça s'accumule quand même. Donc je laisse cette question en suspens et je fais appel à votre expérience finalement. Est-ce que vous, parmi les jeunes que vous défendez, vous faites parfois ou souvent, je ne sais pas, le lien entre l'exposition à la violence, notamment sur les réseaux sociaux, et le passage à l'acte? Alors, ce que je constate, moi, souvent quand je les accompagne, c'est après le passage à l'acte. Donc, c'est un moment où ce que je peux constater, c'est que parfois, les réseaux sociaux, et je pense effectivement que c'est plurifactoriel, cette violence, mais qu'il y a une sorte de désensibilisation à la violence que ça crée en réalité. Un peu comme ce que vous racontiez avec tout ce qui concerne l'accès pornographique. En réalité, à force de voir des choses extrêmement violentes, leur seuil, en finalement, de gravité, de dangerosité, d'acceptabilité de la violence, il se relève. Et aujourd'hui, voir quelqu'un se faire décapiter en direct, c'est limite quelque chose qui est acceptable, alors que pour nous, moi, enfant, ça aurait été quelque chose de complètement atroce. Et donc, moi, ce que je peux constater parfois, encore une fois, je ne veux pas généraliser, parfois avec des mineurs, c'est qu'effectivement, leur premier réflexe, là où un premier réflexe aurait été niveau 1 sur une échelle normale, eux, il va être porté à 5. Parce qu'il y a une sorte, j'appelle ça de la désensibilisation, je ne sais pas si c'est un nom autre... ça correspond au cas de Nogent, parce que le procureur nous dit aucun attachement particulier, aucun égard pour la valeur humaine. Surtout, une vie humaine. Exact. Et on constate que c'est un garçon qui n'avait aucun trouble auparavant, c'est un garçon qui n'avait pas de passif judiciaire, c'est un garçon, encore une fois, blâmer, la justice ou un potentiel laxisme, c'est pas ce qui a été dit, mais ici, c'est pas relevant, c'est pas pertinent ici, puisqu'il a jamais eu affaire. C'est pas le cas de figure. Voilà, exactement. Donc on peut pas dire que c'est quelqu'un qui aurait multirécidiviste qu'on aurait laissé. Il n'a jamais eu affaire à la justice, vous voyez. Donc c'est bien effectivement que le problème est ailleurs et qu'en fait, et même pas dans le cercle familial, puisque moi je peux constater tous les jours dans des tribunaux des parents présents, qui sont présents à toutes les audiences, qui sont en plein désarroi. Ça c'est très intéressant parce qu'on parlait de familles dysfonctionnelles tout à l'heure et du lien avec la violence, c'est pas toujours le cas évidemment. Il y en a, mais c'est pas toujours le cas. Évidemment qu'on constate souvent d'ailleurs que des dossiers d'assistance éducative avec des familles qui sont problématiques, qui sont suivies, basculent au pénal, bien sûr. Mais pas tout le temps. On voit souvent 2 parents, un père, une mère, présents aux audiences, qui sont complètement dans l'incompréhension. C'est peut-être plus marginal quand même. C'est pas du 50-50, mais on n'est pas sur quelque chose qui est résiduel, vraiment. Alors, et donc, le désarroi que vous disiez, il est l'incompréhension, effectivement. Mais ça, je pense que c'est vraiment plurifactoriel. Alors, il y a une volonté affichée du chef de l'État sur ce dossier, et notamment sur la question des réseaux sociaux. Il l'a redit aujourd'hui, et il disait exactement la même chose. Il y a un an, c'était lors d'une conférence de presse, presque un an, jour pour jour, interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Emmanuel Macron. Tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Harcèlement, violence, décrochage scolaire. Et pour y faire face, fort du travail qui a été fait ces derniers mois, le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Sur le principe, je pense que tout le monde est d'accord. Sur l'applicabilité, Laurence Garnier, est-ce que cette mesure, elle est applicable ? Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, d'abord, moi, je me permets de dire que je suis surprise d'avoir dimanche soir un président qui nous explique qu'il ne faut pas surréagir à un ensemble de faits divers et qui, parce qu'il y a cet événement d'hier, ressort une mesure extrêmement forte.
manifestement difficilement applicable, sinon il l'aurait déjà appliqué depuis 1 an, confère ses propos de l'année dernière, et ce qu'on évoquait sur le fait que la majorité numérique à 15 ans existe aujourd'hui dans la loi et n'est pas appliquée, puisque les décrets d'application ne sont pas sortis. Est-ce que ce serait plus facile, pardon de vous interrompre, pour des parents, parce qu'on est au cœur de la question, hein. On a un enfant de 12-13 ans, on lui donne un premier téléphone portable en disant « ça me rassure, je pourrais avoir des nouvelles, je saurais ce qu'il est en train de faire ». Ok, sauf que à quoi il accède ? Et est-ce que le fait d'avoir une mesure d'interdiction des réseaux sociaux, vous pensez que ça aiderait vraiment les parents ? Alors, moi, je vais même plus loin. Oui. D'abord, je crois que la mesure de l'interdiction, elle est d'abord et avant tout pédagogique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mettre les parents en prison parce qu'ils ont laissé un enfant aller sur les réseaux sociaux. Simplement, elle a le mérite de la clarté. Pourquoi on interdit ? Parce que c'est dangereux pour vos enfants. Pas pour vous embêter, pas pour les embêter, mais parce que c'est dangereux. Et donc, je crois qu'il faut réfléchir un peu comme on l'a fait il y a quelques années sur le tabac. Il viendrait à l'esprit de personne et d'aucun parent aujourd'hui de mettre une cigarette dans les mains d'un enfant de 10 ans. Bon, il faut réfléchir de la même manière. Ça ne veut pas dire interdire les téléphones portables, ça ne veut pas dire interdire les réseaux sociaux, mais ça veut dire que l'accompagnement doit arriver à une période où l'enfant est mûr, où les connexions nerveuses, les chercheurs le décrivent très bien, sont prêtes, et qu'auparavant, il ne faut pas avoir peur d'une interdiction. Moi, je pense que l'interdiction des smartphones est applicable au niveau national sans passer par le DSA, le Digital Service Act européen, et que c'est à ça qu'il faut réfléchir. En deçà d'un certain âge, c'est clair. Âge ? Eh ben, il faut regarder. Je ne vais pas aujourd'hui me prononcer sur un âge, il faut le travailler avec les experts. Mais interdire d'abord avant 11 ans, les smartphones, peut-être, c'est ce que dit la commission Macron, c'est ce qu'on est en train de regarder avec Michel Desmurger, chercheur à l'INSERM, dans le cadre du groupe de travail que nous animons avec Marie-Do Ashliman. En tout cas, fixer un âge d'interdiction, peut-être pas du téléphone, mais du smartphone. Un téléphone qui permet d'accéder à Internet. Et répondre oui, j'arrive, ça ne pose aucun problème. Et on vit aussi avec notre temps. On ne va pas interdire l'électricité, on veut interdire que les enfants mettent les doigts dans la prise. C'est vraiment ça la logique, et pour ça, il ne faut pas avoir peur de l'interdiction, y compris de l'outil smartphone lui-même. Ouais. Il nous reste un dernier chapitre, c'est le chapitre de la santé mentale. Antoine, je me tourne vers vous. Pour vous, c'est un peu la grande oubliée de la réponse gouvernementale. Oui, Thomas, j'en ai bien peur. Une fois de plus, la santé mentale des jeunes a été reléguée au second plan, en tout cas derrière les solutions choc. Plaider pour plus de prévention, c'est vrai, quand une éducatrice a été poignardée à mort dans l'exercice de ses fonctions, c'est un peu passé pour un sociologue angélique face aux tenants du choc d'autorité. Alors on parle portique, caméra, policier, mais à Nogent, il y avait des gendarmes et ça n'a rien empêché. Même l'interdiction de vendre des couteaux aux mineurs voulue par Emmanuel Macron aurait-elle changé quoi que ce soit ? Quand on sait maintenant, depuis l'intervention du procureur, qu'il s'agissait d'une lame de 32 cm que s'est procuré ce jeune dans la cuisine de ses parents, on comprend que ça n'aurait rien changé. Si on regardait du côté de ce qu'on ne voit pas, du côté des fragilités psychiques. Et alors là, c'est pas faute d'alerter, il y a eu pléthore de rapports. Clairement. Tiens, prenez le rapport de l'ex-député macroniste Robin Reda. On ne pourra pas le soupçonner de vouloir salir le bilan d'Emmanuel Macron en la matière. Son rapport date de mai 2021, gardez-le en tête. Tout y était, explosion de la souffrance psychique chez les élèves après le Covid notamment, carence de détection, manque de personnel. Les chiffres qu'il communique sont édifiants, très en deçà des besoins grandissants de 12 millions d'élèves confrontés à l'anarchie des réseaux sociaux, on en parlait. Dans le meilleur des cas, il y a un psychologue scolaire pour prendre en charge 1500 individus, souvent à cheval sur plusieurs établissements d'ailleurs. Ajoutez à ça des disparités territoriales très très importantes. On a une infirmière scolaire pour 680 élèves dans le Cantal, quand on en a une pour 2000 à Mayotte. Résultat, on bricole comme on peut dans l'éducation nationale. On se souvient de Pape Ndiaye, pour ne citer que lui, qui annonçait en juin 2023 que les CPE allaient être formés au secourisme en santé mentale. Ironie cruelle, le même genre d'expérimentation a conduit à nommer le suspect de Nogent référent, ambassadeur contre le harcèlement dans son collège. Donc c'était un collégien qui avait été nommé ambassadeur contre le harcèlement. Mais je crois me souvenir que Michel Barnier, qui avait fait de la santé mentale une grande cause nationale lors de son bref passage à Matignon, alors est-ce qu'il n'y a rien eu en la matière ? Non, rien, ce serait excessif. Il y a bien eu ce forfait psy, 100% remboursé à mettre au crédit d'Emmanuel Macron. Dès 2021, le président avait annoncé la mise en place de 10 consultations sans reste à charge chez le psy pour tous les enfants et adolescents de 3 à 17 ans. En 2023, plus de 240 000 bénéficiaires, dont près de 1 sur 5 étaient mineurs. C'est un début, mais on peut se dire aussi que c'est largement insuffisant. Et pour conclure, Antoine, pourquoi ce sujet reste-t-il, d'après vous,
ou si peu pris au sérieux? Parce que de mon point de vue, dénoncer l'ensauvagement de la société ou la décivilisation des mœurs, on en parlait, c'est parler des enfants des autres. Et parler des enfants des autres, ces voyous, ces délinquants qui ne respectent rien, c'est toujours plus commode. En revanche, parler de santé mentale, c'est accepter l'effroyable banalité d'un phénomène. Accepter aussi que son propre enfant, pris de désordre psychique, puisse commettre un acte criminel. Et là, c'est beaucoup plus difficile à affronter, c'est même vertigineux. Ouais, merci beaucoup Antoine. Jean-Baptiste, Julia, on arrive à la conclusion de ce débat avec une vraie question qui est la question de l'impuissance politique ou de l'impuissance publique. Est-ce que pour vous, c'est aussi l'un des aspects de ce débat? Ce sentiment que finalement, malgré la bonne volonté des uns et des autres, ça n'évolue pas suffisamment vite. Et vous ne serez pas surpris qu'en tant que professeur, il y a un domaine dans lequel je pense la puissance publique peut agir, ça reste l'éducation nationale. Oui. Pour faire écho aussi à ce qu'on évoquait, je suis assez perplexe sur une mesure d'interdiction des réseaux, il y a un tas de contournements possibles. En revanche, moi j'ai constaté dans un lycée dans lequel j'ai enseigné cette année qu'on obligeait, même si c'était difficile, les élèves de lycée, donc qui sont parfois majeurs, à mettre leur téléphone dans une pochette à l'entrée de la salle de cours. Et à mon avis, ce sur quoi il faut travailler, et là le cadre scolaire est propice à cela, c'est la capacité à se soustraire pendant quelques heures à ces objets, parce qu'on ne pourra jamais aller vers l'interdiction de sites ou autre, il y aura toujours des contournements, mais là-dessus je pense qu'il y a une possibilité quand même d'avoir une mesure générale, d'avoir une véritable interdiction d'usage du téléphone portable dans les collèges, dans les lycées, je ne parle même pas du primaire, et de vraiment appliquer les choses de manière extrêmement ferme. Et déjà, on aura fait beaucoup, je pense, si on arrive au moins à faire appliquer des mesures de cet ordre. Sur la question de la santé mentale, Laurence Garnier, c'est quoi? C'est une réforme globale, c'est des moyens. On parlait du manque d'infirmiers ou d'infirmières scolaires. Bon, très bien. Cette réforme globale, vous l'appelez vous-même de vos voeux. Quelle forme elle pourrait prendre? Oui, bien sûr. Alors, c'est un très, très vaste sujet parce qu'on constate effectivement des fragilités mentales, notamment chez les jeunes. Ça ne concerne d'ailleurs pas que les jeunes dans notre société, mais notamment chez les jeunes. Donc une augmentation de jeunes qui demandent à rencontrer soit des psychologues, soit des pédopsychiatres. Et de fait, simultanément, une baisse, une insuffisance chronique du nombre de praticiens. Donc il y a une sorte de double effet ciseau avec des insuffisances en matière de psychiatrie et notamment de psychiatrie infantile et une explosion de la demande, on va dire en tout cas de la demande pour certains et du besoin pour d'autres. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a une refonte complète de ces professions, une revalorisation de ces professions. J'ai eu un échange approfondi avec deux pédopsychiatres nantaises récemment qui m'expliquaient les difficultés auxquelles elles font face. À Nantes, c'est 18 mois, si vous voulez entamer un suivi psychologique voire psychiatrique, dans le cadre de difficultés que vous ressentez. Bon, en 18 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer notamment des événements comme ceux qu'on a vus hier. Mais au-delà, moi, ce que je voudrais juste redire, parce qu'on n'aura pas le temps de faire le tour de la question. Il reste 30 secondes. La question, quand on parle, avec ma famille politique, avec Bruno Retailleau, on parle autorité, on parle restauration des limites. Ma liberté s'arrête ou commence celle des autres. Ce qu'on a appris quand on était enfant dans nos livres d'éducation civique et ce qu'on ne redit pas, des droits et des devoirs, ce sens du collectif, je ne suis pas tout seul. Moi, je crois qu'on est au bout d'une forme d'individualisme qui ne supporte plus aucune frustration. Et donc, notre objectif, quand on parle d'autorité, mais on pourrait parler aussi, nous avons un enseignant avec nous, d'exigence, c'est renouer avec ses droits et avec ses devoirs, renouer avec l'exigence. Moi, quand j'entends, peut-être qu'on peut le dire, quand j'entends un professeur de lycée me dire que faire lire un texte de 5 pages à des élèves de seconde, c'est devenu mission impossible, et ben c'est ça qui est dramatique, parce qu'on fait aussi, et vous le savez madame, le lien entre le nombre de mots maîtrisés par un jeune et son niveau de violence. Moins il y a de mots, plus il y a de violence. Donc l'éducation, elle est essentielle. Faisons lire, faisons faire de la philosophie à nos jeunes. Mettons peut-être aussi plus de moyens, en l'occurrence, sur cette éducation. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Merci.